m'a proposé ce sujet, je suis d'abord dit, tiens, philanthropie et entrepreneuriat étudiant, finalement, ça va pas de soi, en tout cas par rapport à l'environnement que j'avais moi. Je me suis dit, justement, finalement, quelque part, le mécénat, qui vient dans mon environnement, est un peu absent du soutien à l'entrepreneuriat étudiant. Hein, sur le BEPIT auquel je collabore, je suis coordinateur, mais je l'ai été longtemps, c'est avant tout des fonds IDEX, et un tout petit peu de fonds d'État. Sur la plupart des autres pépites, je sais qu'il y a beaucoup de support des conseils régionaux. Donc finalement, les fondations ne sont pas extrêmement présentes au niveau des pépites. Parallèlement, un certain nombre d'établissements ont eux mis en place des systèmes un peu différents où la logique n'est plus celle du mécénat, mais celle de l'investissement. Hein. J'ai lu il n'y a pas très longtemps le directeur de l'IDEC qui disait que là ils allaient céder les participations dans le capital d'entreprises créées par leurs étudiants et qu'ils comptaient en tirer plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc là, la logique est un petit peu différente. Ceci étant, le sujet est, à mon avis, doublement pertinent. Alors, doublement pertinent, pourquoi? D'abord parce que l'entrepreneuriat étudiant se développe. C'est une préoccupation, alors on n'en a jamais autant parlé, mais c'est une préoccupation à tous les niveaux, dans les établissements effectivement, dans nos ministères, mais aussi, et c'est le plus important, chez nos étudiants. Il y a très clairement une tendance forte à aller beaucoup plus qu'avant vers l'entrepreneuriat. Tous les sondages menés auprès des étudiants montrent qu'il y en a une proportion forte et croissante qui envisagent de créer leur entreprise, et c'est une tendance qui s'est accentuée avec la création de ces pépites, hein, qui coordonnent un peu les actions d'entrepreneuriat entre des établissements. À titre purement indicatif, pour avoir un chiffre, je n'ai pas les chiffres de la rentrée là, mais la rentrée précédente, il y avait 2300 candidatures pour le statut officiel d'étudiant entrepreneur. Ça veut dire qu'il n'y a que 2300 étudiants qui envisagent de créer une entreprise. Ça veut dire qu'il y en a 2300 qui ont des projets suffisamment avancés pour essayer d'obtenir des aménagements d'études, etc. Et qui demandent le statut d'étudiant entrepreneur. Je peux vous dire qu'à Paris-Saclay, ceux qui demandent officiellement le statut, c'est une toute petite proportion de ceux qui travaillent sur des projets qui pourraient devenir des entreprises. Donc ça c'est le premier aspect, l'importance quantitative, et puis l'autre aspect c'est que c'est effectivement un thème qui est potentiellement porteur en termes de levée de fonds. C'est-à-dire que du coup l'entrepreneuriat intéresse surtout les jeunes, intéresse beaucoup les entreprises. Cibler les entreprises, alors les banques bien sûr, les clients, mais aussi par exemple les grands groupes, alors qui eux souvent sont intéressés par les personnes, notamment si au bout du compte elles ne créent pas l'entreprise. Alors évidemment ils espèrent aussi rencontrer quelques pépites, des startups avec lesquelles ils pourraient travailler, qu'ils pourraient acquérir, mais bien souvent c'est presque plus les rencontres avec les personnalités, parce qu'ils cherchent des personnes en interne pour faire bouger les lignes, des intrapreneurs comme on dit. Et donc ceux qui ont eu une expérience, qui ont lancé un projet entrepreneurial, souvent les intéressent beaucoup. Du coup, il y a une vraie... si on parle d'entrepreneuriat à des mécènes potentiels type entreprise, généralement on a un bon écho. Alors, maintenant évidemment, on est dans le cas du mécénat, donc l'idée c'est d'aider. Et donc, de quoi a besoin l'étudiant entrepreneur type? Alors je n'aime pas en général parler de consommateur type, d'étudiant entrepreneur type, d'étudiant type, parce que évidemment chacun est unique et
il y a des types d'étudiants entrepreneurs très très différents les uns des autres. J'ai essayé de voir un petit peu, d'après mon expérience, ce ne sera pas très surprenant, c'est marrant, hein, mais quels étaient les éléments qui ressortaient le plus. Alors évidemment, si on vous dit quelqu'un veut devenir entrepreneur, la toute première, finalement le premier besoin, c'est un besoin de motivation. Alors, ça tombe mal, on ne peut pas fournir de la motivation. On peut lever beaucoup de fonds dans les fondations, mais on ne fournira pas de motivation. Ceci étant, on peut aider l'étudiant entrepreneur à ne pas se décourager, parce que tous les projets entrepreneuriaux, j'allais dire presque, je ne sais même pas si je peux dire presque, sont des parcours d'obstacles. Donc même quelqu'un de réellement motivé par son projet au départ va passer par des phases de découragement. Et si on est tout seul, pas du tout entouré, pas du tout soutenu, il est possible que lors d'une de ces phases de découragement, on dise « je jette l'éponge ». Surtout quand on est jeune, qu'à côté on a des propositions parfois très correctes d'entreprises qui vous proposent des salaires et une stabilité que vous n'avez absolument pas, vous n'arrivez pas à vous payer, ça fait 18 mois que vous restez chez vos parents parce que vous ne faites pas encore rentrer l'argent dans votre start-up, c'est ça hein, le type de situation. Donc déjà, le fait d'entourer les étudiants entrepreneurs, c'est un élément qui en fait est important. Vous ne pas la motivation, mais vous peut aider à ne pas se décourager. Je crois qu'on aura un exemple de cas où un prix, la réussite à un concours, etc. peut être le petit déclic qui fait, quand on hésite entre y aller ou pas, ça peut être ce qui fait qu'on y va. Ensuite, il a besoin de compétences. Chef d'entreprise, c'est un métier. Et évidemment, alors comme là on s'adresse à des étudiants entrepreneurs, on a un profil de public qui a déjà un niveau de compétence dans certains domaines et qui apprend en moyenne plutôt facilement, mais il ne va pas nécessairement, alors quand je dis que c'est neutre, même s'il y a malheureusement une majorité d'étudiants entrepreneurs, nous avons fort heureusement aussi des étudiantes entrepreneurs. Donc c'est vraiment le il neutre. Il a besoin donc, il n'a pas nécessairement toutes les compétences nécessaires. Alors là on pourrait se dire, alors là par contre ça tombe bien, puisqu'on parle d'établissement d'enseignement supérieur, là cette fois, essayer d'aider les personnes à monter en niveau de compétences, c'est notre métier, donc normalement il n'y a pas de souci. Eh bien c'est pas si évident que ça. Puisque bien enfin, il y a de nombreux cas où finalement les établissements sont obligés d'aller chercher ces compétences à l'extérieur. Une école d'ingénieur, une faculté des sciences, une faculté de lettres n'a pas nécessairement en interne les moyens de fournir les compétences complémentaires nécessaires. Mais de toute façon, même si on lui fournit des compétences complémentaires, il ne fera jamais tout seul. Là aussi, ça peut être une grave erreur, il va forcément s'entourer de personnes un peu plus spécialisées qui vont prendre en charge un certain nombre de tâches. Donc il a besoin d'un réseau. Et évidemment, quand on est jeune étudiant entrepreneur, on n'a pas toujours un réseau professionnel extrêmement fort. Et puis, ça ne se prendra pas, il a besoin d'argent. Parfois un petit peu au début, parfois beaucoup pour la suite. Mais généralement, pour pouvoir lever des fonds plus importants, il faut déjà avoir un petit amorçage parce qu'il faut pouvoir montrer un prototype, montrer qu'on n'est pas sur un paysage complètement encombré par de la propriété intellectuelle, etc. Et pour ça, il faut déjà avoir les quelques milliers d'euros qui permettent d'atteindre ce stade-là, parfois plus. Donc pour conclure un petit peu, du coup, qu'est-ce que le mécénat peut apporter par rapport à ces besoins-là? Donc quand on pense mécénat, généralement on commence par penser financement. Donc effectivement, ça a été dit d'ailleurs en introduction, le mécénat peut apporter des prix pour des concours, voire sur Paris-Saclay, nous avons des appels à projets pré-maturation. Typiquement, ça peut être financé par du mécénat. Alors, en l'occurrence, c'est financé par des fonds IDEX, mais ça pourrait très bien être financé par du mécénat. Donc, c'est
petits prix, bourses, etc. d'amorçage peuvent être importants. On peut apporter aussi des formations et de l'accompagnement, et ça, il faut le financer. Donc là, on est encore dans le domaine du financement, c'est-à-dire que le mécénat peut aider à financer des dispositifs d'accompagnement. Et puis enfin, et j'allais dire surtout pour la situation d'aujourd'hui, finalement autour de ces jeunes entrepreneurs gravite tout un réseau de mentors, et pour la plupart bénévoles, hein. Et finalement, s'il y a une forme de mécénat qui existe déjà fortement dans le domaine de l'entrepreneuriat étudiant, c'est le mécénat de compétences. Il est rarement officialisé en tant que tel, mais en fait, il y a des milliers d'heures de mentors qui sont délivrés gratuitement dans toute la France auprès d'étudiants entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement l'élément le plus important du mécénat sur l'entrepreneuriat étudiant. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, je vais dépasser les 10 minutes. Quand j'ai réagi tout à l'heure, on m'a montré 2 minutes. Il restait 2 minutes. Donc, ceci étant, effectivement, je pense que le plus important hein, dans cette dernière session, c'est vraiment le témoignage d'anciens étudiants entrepreneurs. Et donc j'appelle Emmanuel Banjak qui met en place, bon, il va vous le dire plus précisément, mais une plateforme qui engendre aussi des actions de mécénat. Il y a un autre lien avec le mécénat. Ça fonctionne ? Non. On va pas. Donc, bonjour à tous, moi je suis Emmanuel, cofondateur de Winabi, et je viens vous parler d'engagement solidaire des entreprises et de leurs salariés. Alors quand on a créé Winabi avec mes 2 associés, on avait une ambition, celle de créer une solution digitale qui permette de faire un lien, un pont, entre les actions et les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les entreprises traditionnelles, en nous basant sur les collaborateurs. Alors pourquoi les collaborateurs? Parce que en fait, les collaborateurs demandent aujourd'hui que leur entreprise s'engage. Ils ne font pas que demander que leur entreprise s'engage, ils veulent eux-mêmes s'engager pour leur entreprise. Ils sont 85% à souhaiter s'engager davantage dans l'action citoyenne, solidaire que pourrait mettre en place son entreprise. Et c'est une tendance qui va se renforcer puisque chez les jeunes générations, dans la jeune génération, la génération Y, 8 sur 10 déclarent vouloir choisir son entreprise en fonction du critère sociétal. Alors les entreprises ont pris conscience de ce sujet depuis quelques temps. Le budget alloué au mécénat n'a jamais été aussi important en France. Mais d'ailleurs, elles se rendent compte parce que pour plusieurs raisons. Pour la marque employeur de l'entreprise, la notoriété, pour la culture de l'entreprise, la cohésion des équipes, pour le bien-être des salariés. Donc elles ont pris conscience de ce sujet et ça tombe bien parce qu'au niveau des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le besoin est de plus en plus important aujourd'hui avec la baisse des subventions publiques. Les associations, c'est 90% qui déclarent manquer de ressources, et de tout type de ressources, des ressources en compétences, des ressources en bénévoles ou des ressources financières. Donc en fait, la situation est parfaite pour que la relation entre entreprises traditionnelles et acteurs de l'économie sociale et solidaire puisse se faire simplement. Mais en fait, c'est pas si simple et c'est compliqué à mettre en place cette relation. Simplement parce que c'est pas dans l'ADN d'une entreprise que de s'adresser aux associations et à mettre en place. Enfin, c'est pas si simple pour elles de mettre en place une démarche de solidarité. Il faut déjà trouver les associations, identifier leurs besoins, identifier ses compétences, les compétences de ses collaborateurs, les connaître. Il faut savoir s'adresser à eux, organiser des événements. Bref, tout un panel de choses qu'il faut faire et qui représentent des freins au passage à l'action malgré une bonne volonté de départ de nombreux acteurs qui voudraient faire quelque chose. Et donc après, Winabi, c'est un logiciel SaaS qui permet de lever tous ces freins. Donc nous, une entreprise, on arrive à paramétrer notre outil pour qu'elle puisse designer la démarche de solidarité qu'elle souhaite. On s'adresse à tout type d'entreprise, une entreprise qui veut mettre en place juste une petite action, comme un grand groupe qui voudrait mettre une stratégie globale d'engagement solidaire. 2, on a développé un petit algorithme de matching qui permet d'identifier les besoins des associations d'un côté et les capacités d'engagement d'une entreprise de l'autre. 3, on a un logiciel qui permet de gérer de A à Z la démarche en interne, que ce soit la mobilisation des collaborateurs,
faut savoir qu'aujourd'hui, même dans les grands groupes, quand il y a des événements qui sont organisés de solidarité, c'est souvent un mail qui est envoyé, un tableau Excel, enfin, c'est vraiment archaïque encore aujourd'hui. Et donc c'est d'avoir une solution digitale à la hauteur en fait, du sujet pour les entreprises. Juste pour vous dire où on en est nous aujourd'hui, donc moi je suis une jeune start-up, on a un peu plus d'un an et 3 mois d'existence. On a 2000 utilisateurs sur la plateforme qui est sortie en septembre 2017. Une dizaine d'entreprises, et comme je vous disais, tout type d'entreprises, à la fois des PME qui sont intéressées par le sujet et qui n'ont pas de solution en interne, et des grands groupes. Là par exemple, on est chez Unibail-Rodamco dans 9 pays européens, qui souhaitent centraliser sa démarche de solidarité. Donc voilà, pour faire un petit lien surtout avec le sujet d'aujourd'hui, nous, ce dont on a bénéficié en termes de mécénat, c'est un mécénat qui n'est pas directement financier, mais c'est surtout une infrastructure au moment de notre développement. En gros, nous, on a eu l'idée de lancer avec 3 associés, on voulait lancer notre projet, on a validé un peu notre projet auprès d'acteurs du marché, on a fait nos études de faisabilité, l'étude de la concurrence, etc. Mais on avait besoin d'une structure d'accompagnement qui connaissait le milieu des startups et qui apportait sa validation sur la viabilité économique, sur la vision qu'on avait. Et donc naturellement, on allait voir l'incubateur de l'ESCP Europe, qui était l'école de nos associés, qui recrute une dizaine de projets par an, pour voir si sur notre dossier on était intéressant pour eux. Et donc on a été pris, et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon bah si on est pris, on lâche nos boulots respectifs, et on se lance pendant un an, parce qu'on a une structure qui nous soutient. Et donc on a fait ça pendant un an, on a eu droit à... Alors, ce qui est intéressant avec le soutien qu'apporte une école à un jeune entrepreneur, c'est qu'au-delà d'un incubateur classique, il y a pas mal de choses qu'une école peut proposer. Déjà, il y a toutes les infrastructures qu'une école propose qui sont assez intéressantes, au-delà des locaux et de l'environnement de travail. Mais il y a aussi toutes les ressources humaines que comprend une école. Donc ça va être les professeurs. Nous, ça nous arrive de poser des questions techniques à des professeurs, donc ils sont là, ils sont accessibles. Le réseau des anciens élèves qui ouvrent les portes ensuite pour la prospection commerciale. Et puis, les étudiants eux-mêmes. Nous, on avait des contacts directs avec les étudiants, et donc du coup, pendant 6 mois, on a bénéficié de stagiaires qui venaient, mais même pas forcément qu'en stage. Certains venaient parce qu'ils aimaient bien notre projet, travailler avec nous après les cours, pendant 2 heures, 3 heures, et donc on a eu pas mal d'actions qui ont été réalisées par les étudiants. Donc ça a été vraiment une aide humaine importante pour nous. Donc voilà, un petit peu en quelques minutes ce à quoi ça nous a apporté. Et c'est un sujet d'autant plus important que, effectivement, comme vous disiez en introduction, nous on va chercher aujourd'hui, en fait, pour les acteurs qui sont sur notre plateforme, on va aller chercher des financements, on va chercher des mécénats, enfin du mécénat. Et on se rend compte de l'importance que ça a pour des projets qui ont des impacts sociaux positifs, d'aller chercher aujourd'hui de l'argent comme ça, ou du soutien au mécénat de compétences. Donc comme c'est notre cœur d'activité, et qu'on en a bénéficié nous-mêmes, on est bien au courant que le sujet est important. Voilà. Question, est-ce que l'incubateur a demandé une contrepartie au fait de vous héberger, de vous apporter quelque chose? Est-ce qu'il a pris une part du capital? Alors non, il n'y avait pas de part de capital, c'est quelque chose qui effectivement était important pour nous. Par contre, il y avait une contribution financière, mais qui est à peu près 1500 € l'année, qui pour avoir des locaux, pour un nombre indéfini d'ailleurs de personnes, on a fini à 7-8, voilà. Et puis toutes les infrastructures. Donc là, il y avait un petit règlement, effectivement, mais complètement en dehors des prix du marché. Oui, donc c'est vraiment du mécénat. Parce qu'effectivement, selon les incubateurs, on peut avoir des fonctionnements différents. Effectivement, 1500 € l'année, on est bien dans du mécénat. Autre petite question, du coup, vous avez parlé d'associations, vous avez tout un public de responsables de fondations, d'universités, etc. Est-ce qu'ils peuvent aussi faire appel à votre plateforme pour accéder aux entreprises Alors du coup, on l'a fait pour la fondation ESCP Europe. Donc effectivement, la fondation ESCP Europe est sur notre plateforme, et notamment pour la recherche de mentoring pour des étudiants qui sont des étudiants boursiers ou des étudiants étrangers qui du coup ne connaissent pas la culture française et donc ont besoin d'un accès ou d'un réseau. Et donc du coup, oui, on a mis la fondation ESCP Europe sur notre plateforme, et du coup, voilà, elle est visible pour toutes nos entreprises partenaires. Et
c'est aussi une question intéressante. Ça veut dire qu'en tant qu'EPIC, par exemple, on peut peut-être aussi, pour des actions pareilles de mentoring, mais auprès des étudiants entrepreneurs, du coup déclencher du mécénat de compétences via votre plateforme. Ouais, alors en fait, nous on a commencé par effectivement les associations au départ. Là, on ouvre à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les entrepreneurs sociaux également. On ouvre également à la partie éducation. En gros, tout ce qui va dans l'intérêt général rentre sur le principe même de la plateforme. C'est juste que voilà, on augmente au fur et à mesure, mais tout à fait, ça fait partie de nos actes de développement aujourd'hui. Ça existe déjà un petit peu avec le SC d'Europe, mais on a envie de le faire plus largement. Donc c'est un très bon exemple, je trouve, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité, enfin, l'élément essentiel en termes de mécénat qui est apporté, c'est plutôt de l'accompagnement, du mentoring, effectivement des locaux, assez souvent, et c'est important. Donc au début, on n'a pas nécessairement de quoi se payer un loyer, voilà. Donc voilà, c'est plutôt du mécénat en nature de ce type-là. Puis j'ai retenu aussi, entre autres, mais que quelque part, ça a été un peu le déclic, le fait d'être accepté dans l'incubateur. Donc, alors, on ne peut pas avoir un pourcentage, mais il y a forcément un certain nombre de projets qui ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu à un moment donné. Alors là, c'est un concours d'entrée dans un incubateur, parfois c'est un concours avec un prix financier, etc. Et ça peut être le déclic quand on hésite, hein, encore une fois, quand on est étudiant, on sort d'une bonne université, d'une bonne école, on a souvent des propositions. Hein, c'est pas ça où je fais rien. Vous-même, vous disiez que vous étiez déjà en poste, en fait. Oui, d'ailleurs, on avait les deux profils dans l'incubateur. Il y avait des étudiants qui sortaient directement de leurs études, qui se lançaient directement, et puis, donc à peu près sur une dizaine d'entreprises, c'était la moitié, et d'autres comme la nôtre, où les entrepreneurs étaient déjà partis dans le milieu professionnel. Donc nous, on avait tous 7-8 ans d'expérience dans les trois associés, et on est revenus. Effectivement, ça demande une petite prise de risque à un moment, parce qu'on a effectivement la situation confortable voilà, au bout de 7-8 ans dans une entreprise, donc il faut reprendre. Et tout à fait, si on n'avait pas eu ça à ce moment-là, je pense qu'on aurait continué, on aurait fini par peut-être en avoir un autre, mais ça a été vraiment déclencheur pour qu'on se lance. Merci beaucoup. Je vous précise qu'à la fin de la séquence, nos trois entrepreneurs vont revenir sur le plateau. Vous pourrez poser vos questions aux trois. C'est pour ça qu'on n'a pas donné la parole à la salle maintenant. Mais rassurez-vous, vous pouvez poser des questions si vous en avez. Donc on enchaîne avec Lambert Trénora, qui a un projet très différent dans le domaine de la robotique et du handicap. Je vous laisse le présenter. Vous allez voir que nos organisateurs ont sélectionné trois projets très différents des uns des autres. Bonjour à tous, donc je suis Lambert Trénora et je suis président et cofondateur de la startup Girolift. Donc je me suis dit que les images parlaient un peu plus que les mots. Donc j'ai mis quelques images, une vidéo de ce qu'on développe. Donc on développe un module robotique qui se plug sur un gyropode. Donc c'est pas un gros mot, hein, c'est une solution de mobilité. Vous connaissez peut-être la marque Segway. C'est une plateforme sur 2 roues et qu'on contrôle avec son centre de gravité. Et donc l'objectif c'est de dire voilà, pourquoi on ne rendrait pas cette plateforme universelle. C'est-à-dire qu'actuellement seulement des personnes valides peuvent l'utiliser. Pourquoi pas des personnes en situation de handicap, pourquoi pas des personnes âgées, pourquoi pas des personnes qui ont une mobilité réduite, temporaire ou définitive. Et donc on a développé un module robotique, et donc qui vient se plugger sur n'importe quel gyropode et qui permet à la personne de se déplacer aussi bien assis que debout. Donc j'en reviens à dire aussi, peu importe son handicap, peu importe ses conditions de mobilité, etc. Et donc l'avantage c'est donc de la plateforme, les avantages de la plateforme, c'est-à-dire l'équilibrage, le fait que ce soit beaucoup plus compact, accès à des espaces qui ne sont pas accessibles, du franchissement, du tout-terrain, accès à la plage, accès à la forêt, etc. On a toujours ce contrôle instinctif, la personne peut toujours l'utiliser avec son centre de gravité, et une verticalisation motorisée, comme on le voit, donc pour permettre à la personne de se lever. Les avantages, donc
assis, on peut l'imaginer aussi pour une personne valide, dire qu'elle parcourt énormément de kilomètres, elle a un peu avoir mal aux jambes, pouvoir se déplacer aussi assis. Mais pour une personne en situation de handicap, une personne âgée, etc., la station debout a énormément d'avantages physiologiques, la réduction des escarres, consolidation des os, circulation du sang, du transit, psychologique, être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle, en termes d'autonomie, avoir accès les temps de travail, etc., des objets en hauteur. Donc on est parti de là, et à l'origine, c'était mes travaux de thèse de doctorat que j'ai effectués à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et on a maturé le projet, on a développé au cours de la thèse, et puis avec la réflexion, le service Valo de l'université, etc., on s'est dit, pourquoi pas monter une boîte? C'est comme ça qu'on est parti. Et on a réfléchi, et actuellement on s'adresse dans un premier temps à un marché en B2B pour permettre à des entreprises de favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi et la réduction de pénibilité de leurs employés. Donc là actuellement on en a ça c'est notre troisième prototype, c'est une version pré-industrielle, c'est une version qu'on a présentée au CES de Las Vegas en janvier dernier, et on est en pleine phase d'industrialisation. Je crois que voilà, je vous ai mis quelques images de la version finale, et l'objectif c'est de faire le marquage CE en septembre et donc une commercialisation des premiers groupes. On a Enedis qui est mécène du projet depuis sa genèse via sa mission handicap, et on a Thales via sa mission diversité aussi qui se sont positionnés pour équiper le site de Bordeaux, etc. C'est comme ça qu'on se positionne. C'est un peu la conclusion de ce que j'avais indiqué, c'est-à-dire faire disparaître le handicap, et avoir une solution qui ne soit pas connotée handicap à l'œil, etc. Merci. Et puis vous-même, en termes de mécénat, vous avez cité Enedis, est-ce que vous avez bénéficié d'autres types d'aides financières ou autres? Ah oui, moi j'ai été, je suis un bon exemple de ce qui peut se faire. Donc ouais, je suis issu de l'université de Versailles, donc déjà à la base c'est mes travaux de thèse, donc les brevets qui sont déposés au nom de l'université, etc. Après, grâce à Paris-Saclay, l'université, j'étais lauréat d'une prématuration à la Fondation de coopération scientifique, qui était un plutôt beau chèque. Après, j'ai gagné quelques concours de colloques en diversité, sur le plateau de Saclay aussi. J'ai obtenu je suis lauréat, prix du jury et prix du public au concours Docteur Entrepreneur, qui est organisé par le groupe AEF. Donc j'ai pas mal bénéficié de ça. J'ai eu l'accompagnement du service Valo de l'université pour tout ce qui est dépôt de brevets, propriété intellectuelle, même étude de marché, financement d'une étude de marché via l'université Paris-Saclay. Donc j'ai eu pas mal de soutien. Après, j'ai continué à profiter du réseau, je suis rentré à l'accélérateur EXUP de l'école polytechnique, puis j'ai suivi une formation à HEC Paris. Tout ce que je pouvais prendre, je prends des cas. Et voilà, c'est ça. C'est comme les gens se battent pour ne pas avoir le métro, nous on profite. Mais en fait, ça arrive. Mais par exemple, l'autre jour, on était encore à Polytechnique. C'était en septembre, il y avait un événement à EDF. J'y suis allé directement le jour libre. Et effectivement, hein, il y a l'accès à des compétences. Alors, je crois que c'est payant. Ouais. Voilà, donc là, c'est pas du mécénat, mais par contre, tout le reste, vous avez bénéficié soit d'un soutien public de l'université, soit, alors là, on a quand même le soutien financier. Hein, alors l'appel à projet de prématuration, encore une fois, celui-là est financé par l'IDEX. Mais on pourrait tout à fait imaginer que les fondations mettent en place ce type de dispositif. On est très en amont des projets, donc on est vraiment encore dans une forme d'aide, véritablement. Hein, non, je pense que sans la prématuration, c'était le premier prix que j'ai obtenu. Et j'étais encore en pleine réflexion de savoir est-ce que j'y allais ou pas. Et le service Valo de l'université m'avait dit
à l'époque, le vice-président me dit, mais pourquoi tu montes pas une boîte? Alors qu'on déposait les brevets, il y avait déjà d'autres prototypes, etc. Et j'ai dit, je vais d'abord finir ma thèse et après on verra. Et au final, ça a commencé, c'était comme s'il avait mis un germe dans mon esprit, quoi, me dire, au final, j'avais fait cette thèse-là, moi j'ai toujours travaillé dans le handicap, ça a toujours été mon domaine, et j'avais fait cette thèse-là parce qu'il y avait vraiment du développement. C'était pas, c'est un cliché, mais c'était pas une thèse où j'allais coefficienter quelque chose, et puis voilà, ça allait rien, sans vraiment voir s'il y avait quelque chose. Là, il y avait vraiment un but, quelque chose à développer, quelque chose à faire pour quelque chose, pour quelqu'un, etc. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait la thèse, et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'aventure. Et donc il y avait ce germe-là, on a remporté l'IDEX, et je me suis dit, bon, allez, donc deuxième cas où il y a un déclencheur qui est un prix de mécénat. Donc là, en fait, je vais le dire même plusieurs fois, c'est-à-dire qu'après l'IDEX, on avait développé les choses, on avait présenté des prototypes, etc. Et ça mordait pas en fait. Ça mordait pas, et j'étais presque même à 2 doigts d'arrêter. Et j'ai remporté le concours docteur entrepreneur donc de l'AEF, le prix du public et le prix du jury. Et là, j'ai dit, non mais c'est bon, on ne peut pas s'arrêter. Donc en fait, j'ai bénéficié d'un prix financier, donc ça m'a permis d'un peu garder 2-3 mois supplémentaires, et ça m'a permis ces 2-3 mois m'ont permis d'obtenir d'autres choses, etc. Il faut bien voir que dans ces cas-là, ce type de prix, ça a 2 effets. Il y a un effet financier, et parfois, c'est un peu ce que vous dites, hein, parce qu'on a 5 000, 10 000, 15 000 euros, on va pouvoir tenir 3 ou 4 mois de plus. Et ces 3 ou 4 mois, ça peut être finir pour la version 2 du prototype. Et puis il y a l'effet psychologique. Là c'était vraiment les deux, parce qu'il y avait l'aspect financier, parce que bon voilà, je faisais des thèses, etc., je ne me payais pas, enfin je ne me payais toujours pas, mais c'est pas grave. Mais il y avait cet aspect-là, et il y avait aussi l'aspect, le prix du public. C'est-à-dire que, ok, les gens ils disaient, ah ben non, ton marché, ton business model, on n'y croit pas, ça ne marchera pas, machin, personne n'en veut. Alors qu'à côté de ça, je reçois des mails tous les jours de personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes de famille, du monde entier, et qui me disent, ah, comment je peux l'avoir, comment je peux me le faire livrement en Argentine, en Nouvelle-Zélande, etc. Et à côté de ça, en France, on n'y croyait pas trop. Les entreprises, on a énormément de chance d'avoir la sécurité sociale, mais ça nous a mis quelques freins aussi. Et donc on se dit, ouais, c'est compliqué. Et le fait de dire, d'avoir encore, c'est presque un geste d'amour, quoi. Dire, ouais, non, il est bien, à côté de ça, il y avait des startups sur des greffes de cornets. Enfin, c'était, moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec mon petit projet? Merci beaucoup, exemple donc, très intéressant également. Et vous voyez aussi avec ce côté, on finance les premières versions du prototype parce qu'il y a souvent un stade où effectivement, vous disiez, on n'y croit pas trop, où on a du mal à donner des preuves. Et bien souvent, ces petites mises de fonds qui viennent plutôt du mécénat, ou sinon, c'est souvent des proches, hein, quelqu'un parle de love money, les premiers fonds investis souvent dans les startups. C'est ce qui va permettre de donner les preuves qui permettent ensuite de lever éventuellement des fonds auprès d'investisseurs. Mais les investisseurs, ils n'aiment pas le risque trop élevé. Merci beaucoup. Et nous enchaînons avec Franz Boszlak. Et vous allez voir qu'on va continuer dans le domaine de la santé, mais avec de la R&D encore plus lourde. Voilà, je laisse la parole. Merci. Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Franz Boszlak, fondateur et président de la société Senscom. Et tout d'abord, une bonne journée de la femme internationale. Donc nous, on va parler aujourd'hui de l'AVC. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a toutes les 7 secondes un patient qui est soit mort, soit handicapé à la suite d'un AVC, qui est provoqué, dans le cas dont on parle, d'un caillot sanguin en fait, qui bloque une artère cérébrale.
En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que jusqu'à récemment, jusqu'en 2014 encore, on n'avait pas beaucoup de choix de traitement en fait, pour ces patients. On avait une fenêtre d'environ 4 heures, 4 heures et demie pour donner un médicament pour essayer de dissoudre le caillot. Si ça ne marchait pas ou on était hors de cette fenêtre, on ne pourrait rien faire. Depuis 2015, il y a vraiment une révolution qui est en cours, qui est en fait que des dispositifs médicaux qui sont utilisés pour mécaniquement retirer les caillots. Donc ça c'est maintenant un traitement en fait, qui fonctionne jusqu'à 24 heures, pas que 4 heures et demie. Et donc vous pouvez bien imaginer comment ça a un impact sur les gens et qui en plus très très efficace. Parce que même si j'ai donné le médicament dans les heures, dans les bonnes heures, le taux de réussite elle était quand même très très faible, au moins que 10% pour lesquels ça marchait. Donc vous pouvez imaginer le nombre de patients qui ont vraiment pouvoir profiter. Là, 4 patients sur 5, si on y arrive, ça marche. Donc la seule chose est qu'on a fait, on a deux grands modes d'intervention. Une fois ce qu'on appelle le stent retriever, donc ça c'est un petit grille qu'on utilise pour accrocher le caillot et après le retirer, ou les cathéters d'aspiration, donc vraiment un aspirateur si vous voulez qui aspire petit à petit le caillot. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est en fait que ces dispositifs-là, pas tous les dispositifs fonctionnent sur tous les patients, et la question c'est pourquoi. Donc là, il faut se rendre compte qu'en fait, avant on était dans un mode chimique, on voulait chimiquement résoudre le caillot, et maintenant on est dans un mode mécanique, donc c'est la mécanique qui joue. Pourquoi est-ce que la mécanique peut être importante pour les caillots? Parce qu'en fait, caillot n'est pas nécessairement caillot. Il y a plusieurs types de caillots qui peuvent boucher les artères. Il y a des caillots, ce qu'on appelle des caillots blancs, ce sont des caillots plutôt comme des chewing gum, vous pouvez imaginer, ou des caillots plutôt rouges, qui sont composés de globules rouges, qui sont beaucoup plus cassants. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est en fait, je n'ai pas amené des vidéos parce que je n'étais pas sûr que ça va marcher, mais juste pour donner une idée, en fait, si on a ici un modèle d'une artère où on utilise le même dispositif, les mêmes conditions, tout est pareil, et la seule chose qu'on change, c'est la composition du caillot. Est-ce qu'il est plutôt rouge ou plutôt rose? Et ce qu'on se rend compte, c'est comme le même dispositif ne marche pas. Et ce ça peut faire que sur un patient, peut-être dans 10 minutes, j'ai fini, peut-être avec un autre patient, pendant 2 heures je travaille et je n'arrive pas à le toucher. Et donc maintenant vous pouvez dire, mais génial, on sait rouge, blanc, tout est clair, donc ça c'est assez facile, n'est-ce pas? Sauf que en fait, en salle en géo, tout est gris. Donc la seule chose que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui est bouché, mais je ne sais pas comment le résoudre. Et c'est là où Sensome intervient. Donc nous, on a dit, on va créer une sonde qui, en tout cas, est déjà aujourd'hui utilisée, mais on va la rendre intelligente avec un petit capteur qui permet en fait de scanner le caillot qui bouche l'artère, donner donc l'information pertinente au médecin pour faire le bon choix pour son patient donné, pour que dans tous les cas, ça dure plutôt 10 minutes que 2 heures. Maintenant, donc ça c'est Sensome sur quoi on travaille aujourd'hui. Maintenant, comment le mécénat est intervenu dans cette histoire. Là, très clairement, quand on m'a proposé d'intervenir ici, la première chose qui m'est venue, et ça c'était ce qui était dit aussi au début, c'était justement le mentoring. Parce qu'il faut très clairement dire, moi j'étais ingénieur de formation aérospatiale, j'ai fait une thèse en biomécanique, donc là j'ai changé légèrement mon focus. Mais derrière, pour démarrer une boîte, très honnêtement, et surtout en médical, il faut être fou, très clairement dit. Et moi, j'en savais rien. Mais quand même, il y avait des gens qui m'ont fait confiance et qui, dès le début, m'ont soutenu, qui m'ont formé à devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et justement de me donner des bons conseils pour aller dans la bonne direction et pouvoir naviguer une société en médical. Et surtout, ça c'est un dispositif de classe 3, donc la plus haute classe médicale que vous pouvez imaginer parce qu'on va dans le cerveau. Donc ça, très clairement, la chose à laquelle j'appelle penser, il y a plein d'entrepreneurs sur mon chemin auxquels je remercie 1000 fois et vivement pour tout leur soutien. Après, on m'a dit oui, mais après, il y a aussi toute cette question d'argent. Donc, j'ai commencé de réfléchir et voir. Et finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses en fait, qui ont vraiment fait que Sensome, au début encore Instant, a démarré. La toute première chose, et je pense qu'une chose qui est très importante là-dedans, c'est la gage aussi de confiance. C'était le prix Jean-Louis Girondeau Zodiac Aerospace, qui est attribué par la fondation de l'X, qui m'a donné 25 000 € pour démarrer les choses. Là, très clairement, c'était sur une idée, sur pas plus. Mais le fait seul et je pense
pour moi, c'est même pas juste la question est-ce qu'on démarre ou on ne démarre pas. Moi, j'étais sûr que je voulais me lancer. Moi, j'avais dit même à mon directeur de thèse, dès le début, écoute, je vais faire cette thèse parce que je veux le faire, mais derrière, je ne vais pas rester dans la recherche. Je veux lancer un truc. Et là, avoir quelqu'un qui dit, ok, je crois dans ton idée, voici 25 000 € pour démarrer, ça c'est une gage de confiance qui est très importante et qui surtout qui permet derrière d'accélérer. Ça m'a permis de faire un programme de business qui derrière m'a mis en contact avec les toutes premières mentors d'entrepreneurs médicaux et c'est ça aussi qui a fait accélérer tout le reste. Mais ça va encore plus loin parce que mon cofondateur que j'ai appris est intervenu justement ici il y a 2 ans, si j'ai bien compris, Abdou Barakat, qui lui-même, lui il était aux États-Unis et l'IX a pu l'attirer avec des financements qui venaient aussi de la fondation de l'IX. Et donc, lors de ma thèse, j'étais aussi soutenu par ces financements-là et par le AXA Research Fund, qui est aussi un fonds qui donne du mécénat. Et ensuite, bon, 25 000 €, très clairement, ça ne vous démarrez pas grand-chose avec. Ça a quand même permis de créer la société. Il faut un capital au début. Mais derrière, ça, ce qui a après soutenu la première année, c'est aussi le prêt. Maintenant, ça s'appelle prêt entrepreneur. Avant, c'était le prêt d'honneur de Wilco ou anciennement Scientipol, qui aussi derrière, j'ai vérifié sur le site, ils sont financés par du mécénat. Et ça permettait justement de compléter les financements qu'on a reçus du concours mondial d'innovation. Et tout ça nous a permis de survivre la première année, de faire les toutes premières épreuves et de convaincre, pas des fonds d'investissement, mais des premiers individus, comme par exemple le professeur Zygwart, qui est un des plus grands cardiologues interventionnels mondiaux, qui est un des premiers qui a mis un stent en fait, dans un homme, qui a dit, bon, voilà, j'arrive et je vais investir. Et ça a derrière déclenché tout un tas de choses qui nous a permis aujourd'hui de lever proche de 5 millions € derrière, avec un fonds d'investissement l'année dernière. Et je ne vais pas l'oublier aussi parce qu'on a parlé des personnes, on a parlé de l'argent. Une troisième chose qui est aussi très importante pour les startups, c'est bien évidemment la communication. C'est la communication qui permet justement d'attirer l'attention sur le sujet, qui attire aussi d'autres personnes derrière. Et là, un brick très important était aussi la fondation Norbert Segard, où on a gagné le prix Jeune Entrepreneur, qui nous a donné un petit peu d'argent, mais surtout la communication derrière et à nouveau une gage de confiance dans le projet. Aujourd'hui, c'est ce que je viens de présenter, c'est sur ce guide pour l'AVC, mais mon idée de démarrage, c'était de créer un stent coronaire connecté. C'est un projet qui va durer des années et qui va coûter des dizaines de millions. Il faut maintenant imaginer au tout début que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait tout ça, il y a quand même des gens qui disent « moi je pense tu peux le faire ». Et ça, c'est ça vraiment qui aide à démarrer les choses. Juste pour vous montrer où ça peut amener, aujourd'hui on est 17 personnes, on est un groupe très multidisciplinaire avec 40% femmes, on était jusqu'à récemment 50-50, donc il faut re-augmenter, avec 10 PhD dans l'équipe, 10 ingénieurs, donc c'est à ça que les premiers 25 000 et la gage de confiance des personnes peut amener, et demain, et c'est là où on veut aller, c'est pas uniquement pour le traitement des AVC, c'est pas uniquement pour des maladies cardiovasculaires, c'est aussi par exemple en oncologie on peut appliquer ce capteur, donc vraiment on veut toucher à des millions et des millions de vies de patients. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez un projet de grande ampleur et moi j'ai notamment retenu de votre présentation que vous avez beaucoup utilisé gage de confiance. Et du coup je pense que c'est aussi un élément important, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les effets psychologiques. Quand on est sur un projet entrepreneurial, même quand on est ultra motivé, ce qui était évidemment votre cas, il y a des phases de découragement. Voilà. Et hop, il y a ces petits gages de confiance, et puis si on nous a fait confiance, c'est pareil, on ne veut pas décevoir, donc c'est aussi une autre source de motivation. Donc, vous voyez, puis moi ce que je retiens aussi d'un exemple comme celui-là, qui est déjà assez perceptible chez Gyrolist, mais là on atteint en termes de montants levés, etc., des montants supérieurs, c'est les effets d'enchaînement.
commence, on a 25 000 €, ça nous permet de faire ça, d'avoir accès à tel programme, qui nous permet d'avoir accès à tel contact, qui nous permet ensuite d'aller relever, cette fois 50 000, 75 000, du coup on peut développer son prototype, on peut lever 150 000 et ainsi de suite. Évidemment, plus on va avancer, moins ce sera du mécénat. Et plus ce sera de l'investissement avec des personnes qui mettront de l'argent pour des questions de rentabilité. Mais si on n'a pas, sur des sujets de santé comme ça, le risque est énorme, il suffit de ne pas obtenir l'agrément au bout du compte parce qu'il y a un tout petit doute sur les effets potentiels du matériau utilisé. Voilà. Du coup, les investisseurs ils ne bousculent pas au départ quand même pour mettre de l'argent. Donc là, vous voyez, typiquement sur les fondations d'universités, d'écoles, etc., avec des sujets autour de la santé, à la fois il y a un besoin très fort, parce que là les besoins de financement sont importants et longs. Alors, combien de temps vous prévoyez de développement? Alors là, pour le premier produit maintenant, on veut aller en clinique encore cette année et avoir le produit sur le marché l'année prochaine. D'accord. Et ça fait combien de temps? Donc la boîte a commencé en 2014. On a fait ce changement d'orientation en 2016. Donc ça veut dire environ 3 ans de développement. Et ça c'est grâce au fait que c'est pas un plan de travail. Donc vous voyez, c'est 5 ans et c'est court pour le domaine de la santé. Comme il s'agit de molécules, etc. Ça c'est du med device, c'est pas du médical. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a besoin de ces amorçages au départ. Donc le thème de la santé est forcément porteur en termes de mécénat. Les universités peuvent avoir des facultés de médecine, les écoles d'ingénieurs s'intéressent de plus en plus aux aspects bio, mécaniques, etc. Donc là, je pense que c'est un bel exemple à plein d'égards, mais y compris en termes très concrets sur des programmes qui peuvent être mis en œuvre dans des fondations d'universités ou d'écoles, et évidemment des établissements hospitaliers. Je pense à un point qui nous a permis justement d'aller aussi vite et quand même à des coûts raisonnables, parce que je dirais dans des conditions normales 5 millions d'euros n'ont pas suffi. C'est aussi le fait qu'on a justement travaillé avec l'école polytechnique dès le début. On est toujours hébergé aujourd'hui sur le campus et on a eu effectivement accès à des ressources à un prix imbattable. Et justement d'être dans cet écosystème de Paris-Saclay et de l'école polytechnique, d'avoir la possibilité d'aller voir un chercheur et demander une question ou sinon on n'aurait jamais eu la possibilité, c'est juste ça c'est vraiment un écosystème enrichissant qui à nouveau est un fort accélérateur qu'on n'a pas si on n'a pas dans ce genre d'écosystème. Et là, c'est pour ça qu'ils ont aussi maintenant aujourd'hui dans notre capitale, l'école polytechnique est très important pour nous. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que nos deux autres entrepreneurs montent également sur la scène. Un grand merci. On ne pouvait pas rêver mieux en fait que de vous avoir ici pour clôturer ces 2 jours de conférence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du sens, de l'impact de ce qu'on fait, et vous êtes à la concrétisation finalement du travail. Alors les anglo-saxons ont l'habitude de dire, et le manque d'humilité de dire ce qu'on devrait se dire plus souvent, que tout ce qu'on fait contribue à changer le monde et à le rendre meilleur. Et par vos témoignages, vous l'avez montré, donc un grand merci. Merci Pascal également pour cette animation. Donc, je vous demande d'applaudir encore une fois. Tout ce que vous faites dans les fondations et dans des fondations pour financer l'enseignement supérieur, la recherche et la santé, eh bien, il y a beaucoup de champs d'innovation, de secteurs qui font avancer la société, et on en a bien besoin. Et l'entrepreneuriat est un sujet. Merci beaucoup. Et une des réflexions qu'on s'était faites lors de nos échanges en comité de pilotage pour
pour monter ce programme, c'était aussi que beaucoup d'entre vous sont finalement des entrepreneurs, des intrapreneurs, puisque vous contribuez à développer de nouvelles entités avec de nouveaux projets au sein de vos structures. Donc c'est voilà, la boucle est bouclée. Et c'était finalement, pour ceux qui étaient là à la session Iwitot, c'est un petit clin d'œil, c'était une belle fête des voisins qu'on a eue pendant ces 2 jours. On s'est senti, je l'espère en tout cas pour vous, au sein d'une communauté qui partage aussi certains éléments du quotidien et d'une vie professionnelle faite de richesses, de difficultés, mais de beaucoup de choses porteuses de sens et d'envie d'avancer. Et j'ai envie de vous dire merci. Alors merci à vous tous, super fundraiser, avec toutes ces qualités qu'on a pu déjà évoquer. Vous êtes à la fois humble, tenace, pédagogue, voilà. Et vous avez un sens de l'engagement et de la cause très fort, donc poursuivez. Et on va, nous, à l'AFF, essayer de poursuivre au mieux pour vous accompagner dans le développement de ces compétences et de vos super pouvoirs. Merci encore une fois au comité de pilotage sur l'aspect enseignement supérieur, recherche et sur l'aspect santé, puisqu'on avait ces deux secteurs bien représentés. Merci aux intervenants bénévoles qui eux aussi ont des super pouvoirs, et le super pouvoir de s'engager pour partager leur savoir, leur expertise. Merci également à l'équipe bénévole de nous accompagner durant ces 2 jours. Les intervenants étaient venus parfois de loin. Oui, merci, vous pouvez les applaudir. Bill Littlejohn, Tony Myers, qui était venu d'outre-Atlantique pour partager avec vous, et bien d'autres qui n'étaient pas venus d'aussi loin et qui ont vraiment fait du bon travail. J'espère que les évaluations seront bonnes et en tout cas n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks et vos idées au-delà des évaluations. Et puis merci encore à nos partenaires, Philanthropia, Donet, Crédit Coopératif, Your Voice, Bradley, Coinfluence, EY, Factari, Faircom, Lafayette, MORE, Nomination, et puis tous les autres partenaires institutionnels et médiatiques. Merci encore, et on vous donne rendez-vous, on a déjà, non, ce sera la 14e édition, ce sera les 20 et 21 mars l'an prochain, ici même, donc on sera ravis de vous retrouver, mais avant, il y aura plein de choses qui vont se passer durant l'année. Il y a toujours des rencontres à Paris et en région. On a quelques représentants des coordinations régionales présents ici. On se réunit tous demain pour parler justement de l'animation au niveau de l'ensemble du territoire. Donc voilà, l'AFF vit indépendamment de ces grands événements et vous êtes aussi, c'est la fête des voisins puis l'auberge espagnole, donc c'est aussi ce que vous y amenez. Donc n'hésitez pas à contribuer et là je pense que tout le monde va être content de se reposer parce que c'était intense. Merci à tous.